Qui ne se souvient pas du passé n'a pas d'avenir. C'est la maxime du jour. Jamais, peut-être autant qu'aujourd'hui, l'esprit du 8 mai n'a autant résonné dans l'actualité chaude et brûlante, qu'elle soit européenne ou ukrainienne. On va en parler avec Jacques Attali. Bonsoir. Bonsoir. Et Olivier Ravanello, notre éditorialiste international. Bonsoir Olivier. Alors François Hollande était bien décidé aujourd'hui à inscrire ce 8 mai dans l'histoire immédiate, celle des élections européennes d'abord. Avec ce plaidoyer pro-européen, c'était dans le monde pour le chef de l'État. L'Europe est un carrefour de son histoire. Écoutez ses propos en marge des cérémonies ce matin. À la veille d'élections, il faut rappeler cette vérité et cette évidence. L'Europe, c'est la paix. Sortir de l'Europe, c'est sortir de l'histoire. Et c'est d'ailleurs la crainte que nous pouvons avoir, que les extrémismes en Europe ressurgissent et viennent détruire, défaire ce qui a été construit par des générations, 3 générations, depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça, je ne l'admets pas. Je ne le veux pas, et donc je dis aux Français, mais pas simplement aux Français, battez-vous encore pour l'Europe. Changez-la, réorientez-la, mais gardez-la. L'Europe est en danger, Jacques Attali ? L'Europe est en danger de mille façons. D'abord, l'Europe en tant qu'entité politique, ça n'existe pas encore. C'est un projet qui est en devenir. Donc, ce qui est en danger, c'est son absence d'avenir, c'est-à-dire le fait qu'elle n'irait pas plus loin que là où elle est. Ce qui est en danger, c'est de reculer, c'est-à-dire que l'euro pourrait disparaître, ce qui serait une tragédie, parce qu'on ne saurait plus gérer l'économie sans l'euro, même si des fantasmes s'expriment pour le faire. Et puis, ce qui est en danger, c'est d'aller encore plus loin dans le détricotage de ce qui a été fait. Mais ça s'explique assez facilement, parce que les hommes politiques passent leur temps à dire que ce qui va mal, c'est la faute de l'Europe, et ce qui va bien, c'est grâce à eux. Donc les Français, comme les autres, Européens, n'entendent pas assez combien l'Europe est utile. Mais là aussi, ces propos du président, est-ce que ce n'était pas un peu aussi des paroles politiciennes, au fond, pour s'exonérer de tout ce qu'on n'a pas réussi à faire, un euro trop fort qui pénalise notre compétitivité, l'emploi qui ne revient pas? Est-ce que ce n'est pas un peu facile de dire on est comme au 8 mai 45 et finalement le danger des nationalismes, c'est toujours le même, il est toujours présent, il s'appelle Front National aujourd'hui? Le Front National n'est qu'une des formes d'expression. Il en existe dans d'autres pays. Donc, je crois que s'il y a un vrai danger aujourd'hui, c'est de ne pas avoir encore réussi à passer à une étape supérieure de l'organisation européenne. Parce que, concrètement, nous sommes confrontés à une situation où chaque pays a des dettes publiques absolument gigantesques et doit évidemment les réduire. Mais en même temps, si on n'aligne que des plans d'austérité, on n'ira nulle part. Et le seul acteur qui peut être un facteur de relance, c'est l'Union européenne ou la zone euro qui, elle, n'a pas de dette. C'est le discours qu'on entend depuis longtemps, mais on voit bien les résultats économiques qui ne sont pas au rendez-vous, en tout cas pas en France. Il n'y a pas de résultats économiques possibles quand il n'y a pas d'action politique. Il n'y a pas d'action. Donc c'est une faillite de l'action politique française ou européenne ? Disons française et européenne, puisque c'est les Français et les autres, en particulier les Allemands, les Italiens et les principaux pays européens, en particulier de la zone euro, qui pourraient décider d'une part de devenir crédibles pour faire baisser la valeur de l'euro et d'autre part de donner une dimension économique sérieuse à l'Union européenne, en particulier de se doter d'un instrument. Regardez, aujourd'hui, on est à 15 jours des élections européennes et la seule question économique qu'on se pose, c'est de savoir si la Banque centrale va agir sur la quantité de monnaie disponible, alors que la Banque centrale n'est pas un acteur politique. Mais c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, l'euro est aussi fort qu'en en octobre 2011. Il n'a jamais été aussi haut depuis cette date-là. Ça pénalise nos industries, ça pénalise notre compétitivité. On ne fait rien, on dit pas de politique sur la BCE, c'est ça ? On ne fait rien au sens où, dans le monde entier, les monnaies sont flottantes. Donc, même si on tentait d'agir, on n'est pas sûr qu'on y réussirait, puisqu'on est dans un monde où les monnaies ne sont mais la Banque centrale américaine a quand même, peut parfois avoir ou se faire tordre le bras par la Maison-Blanche, voilà, pour l'intérêt général de la nation. Absolument, vous avez tout à fait raison. Mais pour ça voudrait dire d'avoir ce qui existe aux États-Unis, c'est-à-dire face à la Banque centrale, un vrai pouvoir politique. Un pouvoir fédéral. S'il y avait un président de l'Europe aussi puissant que le président des États-Unis, ça saurait. Donc c'est bien ça qui manque aujourd'hui, c'est d'avoir un pouvoir politique européen capable à la fois de faire pression sur la Banque centrale et sur les marchés, et d'autre part de créer les conditions pour investir. Les États-Unis ont les moyens d'emprunter en tant qu'entité unie. Ils ont des bons du Trésor américain. Nous n'avons pas les bons du Trésor européen. C'est de ça dont il faut se doter aujourd'hui. Alors, autre danger pour l'Europe, évidemment, l'Ukraine. Olivier, le danger, pour le coup, là, est extérieur aux portes de notre continent. On a vu avec cette crise ukrainienne un pays qui s'est scindé en deux sur la volonté ou non de rejoindre ce modèle européen. Est-ce qu'au fond, en ce moment, le problème de l'Europe, c'est peut-être de trop considérer que sa fascination est irrépressible, que tout le monde a envie de fonctionner dans un pays et dans une entité à l'européenne, une social-démocratie libérale, pluraliste.
Est-ce que dans le monde que vous décrivez depuis des années, avec l'émergence des BRICS, de la Russie, de la Chine, est-ce que cette Europe-là ne souffre pas d'un problème d'ego? Est-ce qu'elle ne croit pas trop belle à l'échelle de la planète? On ne peut pas dire ça. Si vous regardez les pays d'Europe de l'Est, la Pologne et l'Ukraine, au moment de la fin de l'Union soviétique, étaient au même niveau de vie. 30 ans plus tard, à peu près, la Pologne et l'Ukraine ont un niveau de vie 3 fois différent. La Pologne a évolué 3 fois supérieur à celui de l'Ukraine. Donc évidemment, les Ukrainiens rêveraient d'être dans l'Union européenne. Tous les Ukrainiens rêveraient dans l'Union européenne. Pas tous. À l'Est, laissez-moi terminer mon raisonnement. Tous les Ukrainiens rêveraient d'être dans l'Union européenne. Mais il faut d'abord qu'ils soient un pays. Et aussi, et là vous avez raison de signaler cette question, il faut se rappeler de l'histoire ukrainienne. Comme vous l'avez dit en commençant, on ne peut pas comprendre l'avenir si on ne comprend pas le passé. L'Ukraine, c'est le berceau de la Russie. La Russie a commencé au IXe siècle en Ukraine. Kiev était la première capitale. Ensuite, l'Ukraine a été pendant 340 ans membre faisait partie de la Russie. Donc c'est une partie de la Russie. Une petite partie de la population ukrainienne est totalement russe. Donc quand les nouveaux dirigeants qu'on a cru être démocrates, alors qu'ils n'étaient pas plus que leurs prédécesseurs, ont pris le pouvoir après un soi-disant printemps ukrainien qui était une révolution de palais de plus, ont fait la faute incroyable de supprimer le russe comme langue nationale. Ils ont évidemment poussé les Ukrainiens dans toute la faute est de leur côté. Ah oui, absolument. Vladimir Poutine là-dedans, il n'a pas de responsabilité. Non, absolument pas. Je n'y crois pas. Non, je ne pense pas du tout que la faute soit russe. D'aucune façon. Et je prends un exemple, disons presque caricatural. Supposez que le gouvernement de Berne ait décidé que le français ne soit plus langue nationale. Les Genevois et les habitants de Lausanne auraient demandé à devenir Disons que c'est donné un argument peut-être. Non, je ne crois pas. Je suis totalement en désaccord avec ceux qui disent que la Russie, et Dieu sait que je ne suis pas un défenseur du régime qui s'y trouve, est responsable et manipule la situation ukrainienne. L'Ukraine a été pendant très longtemps une partie de la Russie. Quelle est la solution aujourd'hui? La solution, c'est que l'Europe occidentale et la Russie se mettent ensemble pour inventer une Ukraine nouvelle qui ne peut être qu'une société fédérale, qui soit à cheval, à un point de passage entre la Russie et l'Union européenne, et qui a vocation, à mon avis, à créer les conditions pour que l'Ukraine entre dans l'Union européenne et que plus tard la Russie entre dans l'Union européenne. Alors, on parlait de Vladimir Poutine, il sera bel et bien présent pour les commémorations du débarquement le 6 juin prochain en Normandie. Écoutez le chef de l'État, il s'en explique. On peut avoir des différends avec Vladimir Poutine en ce moment, notamment par rapport à la crise ukrainienne. Mais moi, je n'oublie pas et je n'oublierai jamais que le peuple russe a donné des millions de vies pour que nous soyons libres pendant tout ce combat de la Seconde Guerre mondiale. S'il n'y avait pas eu le front de l'Est, il n'y aurait pas eu le débarquement que nous allons célébrer le 6 juin. C'est pourquoi j'ai dit à Vladimir Poutine, comme représentant du peuple russe, il est le bienvenu pour ces cérémonies. Sauf que Vladimir Poutine sera peut-être demain à la parade militaire en Crimée, justement, et ça ne plaît pas du tout aux Allemands, Olivier. Non, c'est une provocation supplémentaire à laquelle va se livrer Vladimir Poutine en allant sur une province qui a été annexée. Alors évidemment, non, je ne suis pas d'accord avec vous. La Crimée a été russe tout le temps. Elle a été accidentellement, par le hasard de la décision d'un Ukrainien qui est devenu premier secrétaire du Parti communiste, Khrouchtchev. Est-ce que vous tiendrez le même discours sur Nice? Mais évidemment, si les gens... Si les Italiens... Non, mais si les gens de Nice... Si les gens de Nice votaient à l'unanimité, comme les gens du Caucase l'avaient fait, leur attachement à l'Italie, on ne pourrait pas dire non. On ne pourrait pas dire non mais bien sûr que non. Niçois qui voudraient se séparer. Évidemment qu'on ne pourrait pas dire non. Évidemment, on ne pourrait pas dire non. Si une province a envie de se séparer... Vous êtes favorable à des référendums régionaux je pense où localement, on pourrait décider de rentrer et de sortir en permanence des évidemment. Ça va se passer en Écosse. Ça va se passer en Catalogne. Ils vont dire oui ou non. Et avec l'assentiment des autres. Que les frontières n'ont plus de sens. Je suis en train de dire que les peuples... Les frontières de la sortie de la Seconde Guerre mondiale, justement, on doit toutes les casser. Les gens décident ce qu'ils veulent. Ils veulent appartenir là où ils veulent et on ne peut pas s'opposer au désir des peuples. Prenez l'exemple qu'a donné le président. Moi, j'étais contre la fin du G8. Je crois que c'était une erreur de ne pas aller à un G8 avec les Russes. Couper avec les Russes, quel qu'il soit, c'était une erreur. Même, je ne défends pas le régime russe. Je considère en tant que tel, on ne rompt pas. Deuxièmement, l'exemple qu'a pris le président à juste titre de la guerre. Il ne faut pas oublier qu'une partie des Ukrainiens étaient l'allié des nazis pendant la guerre. Et que les Russes, de ce point de vue, sont plutôt de notre côté, qu'on ne voit pas glorifier, sanctifier les bons Ukrainiens contre les méchants Russes. C'est absurde. Jacques Attali, je vous ai entendu dire, il n'y a pas plus tard que quelques jours, c'était cette semaine, qu'on était
peut-être au bord de la Troisième Absolument. Guerre mondiale. Et vous nous dites, tout cela est bien normal et finalement c'est l'Europe qui gère mal la situation, c'est ça? Je dis en effet qu'on gère mal la Parce qu'on ne fait pas la situation. guerre tout seul dans ces cas-là. Non, on gère mal l'Europe. Pour moi, la Russie fait partie de l'Europe. D'accord, c'est l'Europe de l'Atlantique à l'oral. Oui, pour moi, la Russie fait partie de l'Europe. Les écrivains russes sont des écrivains européens, ça fait partie de l'Europe. Donc, on gère mal cette situation parce qu'on n'a pas été assez loin dans le processus d'intégration, dans la règle de droit de la Russie et de l'Ukraine, de la création d'une Ukraine fédérale et d'un rassemblement des peuples européens dans la démocratie, évidemment, et on en est très, très, très loin. Et aujourd'hui, on a pris beaucoup de retard dans la constitution de cette stabilité qui nous est si importante. Et en effet, la guerre menace. La guerre menace parce que, comme la guerre de C'est pas un peu 14. alarmiste de parler de Troisième Guerre mondiale? C'est un danger, je ne dis pas qu'il est certain, loin de là, mais c'est un danger comme en 1913, personne ne voyait la guerre de 14, qui s'est déclenchée par une succession d'incidents que personne ne voulait. Je peux vous faire le scénario qui peut découler depuis l'incident, le vote de dimanche prochain jusqu'à la guerre. Allons-y, référendum dans l'est de l'Ukraine. Oui, le référendum. La séparation a lieu, est votée. ils décident leur séparation. Les Ukrainiens n'acceptent pas. Les Russes envahissent parce qu'ils veulent protéger ceux qui ont décidé de se rallier à la Russie. Et que fait l'Europe à ce moment-là? Bah voilà, Que fait l'OTAN? L'OTAN peut décider Est-ce à que ce ça n'est moment-là. pas justement là la responsabilité, en fait, le fauteur de troubles? Est-ce que ça n'est pas l'OTAN? Cette OTAN qui n'avait rien en face pendant Vous avez des tout à années fait raison. et qui a cru pouvoir avancer et grignoter du territoire. Pas aller jusque-là, mais il faut bien d'abord noter un point. L'OTAN a été construit en parallèle du pacte de Varsovie. Le pacte de Varsovie a disparu, l'OTAN n'a pas disparu. Aurait dû. Donc il y a déjà un point de déséquilibre. Mais L'OTAN aurait dû disparaître, selon vous? je Quel- pense qu'on quel aurait sens dû de créer l'histoire les conditions pour la rendre pas nécessaire. Mais il faut bien aussi voir que tout ça est aussi une question assez profondément de politique intérieure américaine. N'oubliez pas que le président Obama vient de Chicago, qui est la deuxième ville polonaise du monde, et que les Polonais en Pologne tremblent à l'idée d'un retour de la Russie, non pas communiste, mais la vieille Russie du XVIe siècle, et donc pousse le gouvernement américain à faire des rotomontades, parce qu'on l'a bien vu en Syrie, le gouvernement américain est incapable de se battre. Il ne s'est pas battu en Syrie, il ne va pas se battre en Ukraine. Donc je ne pense pas qu'il y aura une guerre. Plus à cause de la lâcheté actuelle du pouvoir américain qu'en raison des causes fondamentales. Donc il n'y aura pas de guerre, mais l'engrenage est quand même assez dangereux. Évidemment, une situation que l'on suivra avec attention sur ITL avec vous, Olivier Ravanello, d'ici à ce référendum dimanche soir. Merci. Et les élections présidentielles du 25 qui sont... Et les très élections du 25, en même temps que les élections européennes, effectivement, ça fera si elles ont lieu. un Vous pensez gros qu'elles auront lieu? dimanche à suivre. Je pense que C'est terminé. les Russes feront tout pour qu'elles n'aient pas lieu, mais c'est une autre question. Merci, messieurs.